Bonsoir. Au sommaire, une question. L'État est inflexible sur le respect des délais de paiement, mais comment se comporte-t-il lorsqu'il doit lui-même régler des factures? Sont-elles payées en temps et en heure? L'État est-il un mauvais payeur? Et puis pourquoi de plus en plus de Français équipent-ils leur voiture d'une petite caméra pour mieux établir les responsabilités en cas d'accident? Mais est-ce que ça marche à tous les coups? Et puis direction la Grèce, à la veille des élections, portrait d'une génération sur la paille. Ce sont les premiers naufragés de la crise, les seniors et les retraités. Bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. Un sujet d'actualité pour ouvrir ce magazine et qui concerne un grand nombre de Français. Attention aux pénalités si vous ne réglez pas ces jours-ci vos impôts en temps et en heure. Attention aussi au paiement de vos amendes sur la voie publique ou à vos cotisations à l'URSSAF par exemple, dont les montants peuvent s'envoler si vous ne respectez pas les délais. L'État demande l'exemplarité aux contribuables. Mais qu'en est-il quand c'est lui qui doit mettre la main à la poche? La loi l'oblige à payer ses factures dans un délai de 30 jours, mais est-elle toujours respectée? Particuliers, entreprises, salariés dénoncent un État mauvais payeur. Qu'en est-il vraiment? C'est l'enquête de la semaine. Elle est signée Paul Sanfourche, Antoine Husser et Émilie Denis. Et Paul nous rejoindra ensuite en plateau. C'est le compte bancaire le plus actif du pays, Bercy. Un cœur qui chaque jour bat au rythme d'1,7 milliard d'euros de dépenses. Il fait vivre des millions de personnes. Des fonctionnaires bien sûr, mais aussi des entreprises ou des particuliers, suspendus au fil de l'État. Et en cas de court-circuit, attention à la coupure de crédit. Philippe Orvin en a fait les frais. Pour ce chef d'entreprise, tout commence par un accident. C'était l'an dernier, alors qu'il attendait un client. J'étais comme ça et la voiture est arrivée par derrière, assez doucement. Voilà. Et donc j'ai été projeté en l'air, malgré tout, et je suis retombé en U sur le goudron, très sèchement, et j'ai cru que j'étais mort. Dans l'accident, une de ses vertèbres se brise en 4 morceaux. À quelques millimètres près, il aurait pu rester paralysé. J'ai avancé comme ça par saccades pour arriver à toucher le... Philippe est heureusement rapidement secouru. C'est là où les gens étaient autour de moi. Quel rapport avec l'État, me direz-vous? C'est que la voiture qu'il a percutée est celle d'un policier en service. Le début d'une autre galère. C'est un truc qui arrivait à un policier, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Cependant, ce qui n'est pas tout à fait pareil que n'importe qui, c'est que la police, elle est assurée par elle-même, par l'État. Et là, ça change un peu la donne par rapport à des assurances privées. Pour son préjudice, Ami du jour. Philippe doit être indemnisé. Patron d'une PME, il a dû s'absenter de longues semaines du bureau. C'est le selfie quand j'étais juste avant l'opération. Mais 3 mois après les faits... Avec la Charlotte et tout, je suis vachement bien. Silence radio de la part du ministère de l'Intérieur, l'employeur et assureur du policier. Des nouvelles de l'État, j'en ai jamais eu. Mais j'ai fait une déposition au commissariat de Melun le 8 avril de 2014, 2 mois après l'accident. Et puis après, ça a été un silence assourdissant. Désemparé, il fait appel à une avocate spécialiste de ce genre de dossier. J'en ai... Au tribunal, elle obtient la condamnation de l'État. 5 000 € à verser tout de suite. Mais 2 mois s'écoulent et toujours rien. Et face à ce mauvais payeur, elle n'a plus aucun recours. On ne peut pas exécuter contre l'État, on ne peut pas saisir l'État, on ne peut pas bloquer les comptes de l'État. Donc la victime qui a le malheur de se faire renverser par un policier n'a pas la possibilité de se faire payer ce qui lui est dû si l'État ne veut pas payer. C'est-à-dire c'est le bon vouloir de l'État. Selon elle, ces retards seraient devenus une mauvaise habitude. Mais ce qui sort de l'ordinaire, c'est que cette fois, à force de relance, elle obtient un email d'excuse de l'administration. Bonjour maître, le paiement ne pourra intervenir sur l'exercice 2014. Il interviendra à compter de la fin du mois de février, dès la réception des crédits 2015 par nos services comptables. Je me disais, c'est l'État, c'est lent. Donc voilà, mais je pensais pas que c'était pour une question de budget, vraiment. D'habitude, ils payent pas, mais ils n'ont pas le culot d'écrire qu'ils n'ont plus d'argent. Manque de budget ou lenteur administrative? Le ministère n'a pas souhaité nous répondre.
Au final, après l'accident, Philippe aura dû prendre une avocate, attendre une décision de justice, relancer par email, soit 1 an de démarche pour récupérer les 5 000 € qui lui étaient dus. Quand l'État doit payer, ceux qui travaillent pour lui trouvent parfois le temps long. Pour des milliers d'entreprises, de salariés ou de prestataires, quelles en sont les conséquences ? Pas facile de témoigner contre l'État. L'entreprise que nous avons contactée nous a demandé de rester discret sur sa localisation. Jean-Claude Dugeny en est le directeur. Il veille sur un petit trésor. 300 véhicules, tous très précieux aux yeux de la justice. Nous sommes dans le local, dans un des locaux où nous conservons les scellés judiciaires qui nous sont confiés par les officiers de police judiciaire. Tous les véhicules sous sa garde font l'objet d'une enquête de la justice. Pour accident, vol... Je peux vous faire avoir une voiture avec un gros impact de balles, si vous voulez. Ou braquage à main armée. Où on voit vraiment que c'est pas du 22 long rifle. Voilà, celle-là est rentrée au mois de mai. Je vous laisse imaginer le calibre de l'arme. Vous avez les CV sur le volant avec la fiche descriptive qui décrit pourquoi elle est là, par qui elle est rentrée, quel est le juge d'instruction, quel est le service de police, etc. À chaque scellé correspond une enquête, et donc un tribunal qui paye pour sa conservation. 3 € la journée par véhicule. Et au rythme où la justice se fait, certaines ont le temps de prendre un peu la poussière. Qu'est-ce que c'est ce document? C'est un procès-verbal de réquisition pour enlever la voiture. Elle est chez nous depuis le mois de novembre 2010, oui, c'est pas... 5 ans, bientôt 5 ans. Et donc vous avez obligation de la conserver. Voilà. Dans cette activité, l'État est son seul client. Et il serait du genre exigeant. D'abord, les tarifs n'ont pas changé depuis plus de 10 ans, mais ce n'est pas ce qui l'agace le plus. Est-ce que l'État est un bon client? J'aimerais faire appel au joker, mais je peux pas. On peut pas dire que l'État est bon client à partir du moment où il vous sous-paye et même il met des mois et des années à vous payer. C'est pas ça la définition de bon client, je crois pas. Car ici, les retards de paiement se comptent par classeur entier. Julien, le comptable, a même quelques dossiers collector. Et celle-ci, qui date du... 700 €. Donc il y a 2 trimestres, là. 2 trimestres. Oui. Et c'est toujours pas réglé? Toujours pas réglé. Toujours pas. Et ça date de? Et ça date du 30 septembre 2011. 30 septembre 2011. Nous sommes en 2015. La loi impose un délai maximum à l'État pour payer ses factures. Mais de la théorie à la pratique, il y a un gouffre. Depuis quelque temps, il devrait nous payer à 30 jours. C'est ce qui est dit, tout au moins. Je pense pas qu'on l'ait ressenti jusqu'à présent. Les moyennes de paiement, c'est... Les meilleurs délais que nous avions de paiement sont de 6 mois. C'est vraiment les meilleurs. Les meilleurs exemples, oui. Ouais. Mais sinon, le délai est beaucoup plus long. Il est presque un an. Et au final, combien d'euros sortis avec ces histoires-là? 700 000 € dehors. Oui, facile, oui. À l'année, Julien gère 2500 factures. Pour renflouer les caisses, il n'a pas le choix. Il appelle les tribunaux les uns après les autres. Premier essai, nous allons donner suite à votre appel. Avec l'un d'entre eux. Donc on multiplie ce genre d'appel par 10 par jour. C'est difficile déjà d'avoir un interlocuteur et en plus d'avoir le bon. Je change de tribunal peut-être, hein. On fera l'autre tout à l'heure parce que c'est infernal. Deuxième test. Julien veut connaître le sort de 5 factures regroupées dans un même tribunal. Tribunal de grande instance de Lille, bonjour et bienvenue. Nous allons vous répondre. Désolé d'accélérer, mais l'appel dure aussi longtemps que le reportage que vous êtes en train de regarder. On lui apprend que les factures sont passées par un premier service,
et transféré vers un bureau régional. Julien compose donc un nouveau numéro, mais sans succès. Occupé? Il n'y a qu'une personne de service? Non, il y en a deux, elles sont occupées toutes les deux. Tout ça pour une somme de combien? Pour une somme de 1800 €. C'est beaucoup d'énergie. Voilà. Comment expliquer de telles difficultés? Nous avons demandé une autorisation de tournage dans un tribunal. Le ministère de la Justice a refusé. Nous avons donc suivi la trace des factures de Julien, jusqu'à Douai, dans le Nord. C'est là que se trouve le bureau chargé de régler les factures des tribunaux de la région. Nous y filmons en caméra cachée. Après plusieurs tentatives, un responsable nous accueille. Bonjour. Entrez, on vous met dehors par la fenêtre, vous rentrez par la porte, vous êtes impatient. En fait, depuis notre passage à la Fourrière, les 5 factures de Julien ont été réglées. Mais les délais auront atteint 2 mois dans le meilleur des cas et jusqu'à 1 ou 2 ans pour les pires. Donc aujourd'hui, on n'a rien en attente ici. Un engorgement qui, selon lui, s'explique par la réorganisation récente de ces services, mais aussi par une cause beaucoup plus récurrente. Vous savez, il y a des missions parlementaires qui passent. Vous savez où est le problème? Non, bah non, justement. Pas d'argent. Ouais. C'est là où est le problème. C'est que là, on est dans une période où c'est très compliqué pour nous et je vous invente rien. Vous savez, il y a des missions parlementaires qui passent par chez nous pour essayer de comprendre. On leur explique que tant qu'on ne nous donne pas l'argent pour payer, nous, on ne sait pas faire. Donc, on essaye de faire au mieux. Ce responsable n'aurait pas le choix. Il doit faire patienter ses prestataires au rythme des enveloppes budgétaires. Je préfère qu'on me dise 15 janvier, bah, tiens, je te donne 20 millions et puis tu tournes. Plutôt qu'on me donne 13, et puis 4, et puis 6, enfin, vous voyez un peu, c'est pas facile. Et pas facile de l'autre côté, pour les petites mains de la justice en France. À Montpellier, par exemple. Ici, par le passé, le tribunal s'est déjà retrouvé en cessation de paiement dès le second trimestre. Première victime, les travailleurs indépendants de la justice, traducteurs ou experts. Danielle Cagny est psychologue. Elle intervient dans les procès pour comprendre la personnalité des accusés. Mais au moment où nous filmons, tout le travail qu'elle a fait en 2015 ne lui a pas encore été réglé. Allô ? Oui, bonjour. Je me demandais à quel moment vous pensez que les mémoires 2015 vont pouvoir commencer à être payées ? Normalement, il y a une première vague de paiement qui est prévue du premier semestre 2015 avant la fin de l'été. Avant la fin de l'été, bon, c'est une bonne nouvelle, ça. Ces mémoires, ce sont en quelque sorte les factures qu'elle transmet au tribunal. Et à force, ce tas d'impayés est devenu conséquent. Ça représente quelle somme, en fait? Ça représente à peu près 25 000 €. Je dois avoir 25 000 € dehors. On est quand même dans ce paradoxe que l'État ne nous paye plus, mais on continue quand même à payer, nous, l'État, à travers les charges sociales. C'est-à-dire qu'on est quand même obligé de payer l'URSSAF, de payer les impôts, alors que l'État ne nous paye pas. Danielle peut heureusement compter sur le soutien financier de son conjoint. Mais tous n'ont pas cette chance. On est un peu les esclaves de la République, c'est ce que je dis régulièrement. On est un peu, bon, pas tout à fait les esclaves, puisqu'on est payé à minima, mais pas loin. On est quand même bien exploité. Une situation bien connue du ministère concerné. Le paiement des experts fait partie de ce qu'on appelle les frais de justice. 470 millions d'euros en 2014. Sur cette enveloppe, plus de la moitié sert à éponger les factures de l'an passé. Comme elles sont à payer en priorité, les retards s'accumulent. Pour l'administration, la situation a beau être inconfortable, on fait comme si tout allait bien. Je ne veux pas nous lancer dans une querelle des chiffres. Moi, je suis sur une conviction profonde. Le ministère de la Justice est aujourd'hui un bon payeur. Les prestataires nous le disent. Quel est le délai de paiement actuel du ministère de la Justice? Le délai de paiement pour les services judiciaires est d'environ 2 mois, donc une soixantaine de jours. Le ministère de la Justice est un bon payeur, mais qui ne respecte pas le délai légal de 30 jours? Le ministère de la Justice est un bon payeur qui est engagé dans la modernisation de ses relations avec les prestataires.
Cette modernisation porte un nom. Chorus. Celui d'un logiciel qui est en train de révolutionner l'administration. Au départ, il existait des centaines de systèmes de comptabilité, chacun avec leurs propres règles. Chorus va faire l'interface et assurer la remontée des informations comme un canal unique entre Bercy et tous les comptes de la nation. Là où le logiciel est déjà implanté, il aurait permis d'accélérer les paiements. À la base navale de Brest, voici la plateforme Achat Finance, le QG des comptables. La mission de son directeur, régler leur compte à toutes les factures des militaires de l'Ouest. De la baguette de pain jusqu'au treillis. On en reçoit tous les jours. Combien ? Oui. Je sais pas, une centaine par jour peut-être. Des factures répertoriées, vérifiées et validées en quelques clics. Chorus, c'est moins de papier et de possibilités d'égarer les informations. En 2010, on devait être dans les 50 jours. En 2015, on est quand même à 17,3 jours de délai de règlement bancaire. J'insiste bien, de règlement bancaire, c'est-à-dire de paiement du cash sur le compte de l'entreprise. Donc il y a quand même une réduction très importante. Une efficacité et des changements drastiques dans le service. Ici, on se trouve dans l'atelier d'exécution numéro 1. Baisse des effectifs de 10% en 3 ans. Désormais, chacun sa tâche. Et pas question de s'arrêter. En cas de problème, une équipe spécialisée s'en charge. C'est bon, c'est conforme, donc du coup le service fait est validé, donc moi je peux mettre en paiement. La chaîne de la dépense désormais en rappelle une autre. Monsieur Demeure, il est dans un atelier d'exécution, donc il doit exécuter un certain nombre d'actes par jour, il ne doit pas s'interrompre. Il y a une division des tâches en fait. Il y a une division des tâches, c'est le principe de l'usine. Chorus serait l'outil idéal de la rigueur comptable. Voilà. Donc nous sommes au bureau des engagements juridiques. Grâce à lui, les demandes de paiement des militaires remontent en temps réel au Trésor public, le grand argentier de l'État. Là, je vais la valider. Elle est partie en paiement. Au Trésor public. Au comptable, tout à fait. Une sorte de pilotage informatique de la dépense qui a aussi ses revers. Techniquement, dans Chorus, on ne peut pas acheter, on ne peut pas payer si on n'a pas de crédit. C'est pas possible. En clair, une interdiction d'être à découvert. Ce blocage de Chorus a des conséquences très concrètes. Alors qu'il pense que notre caméra est éteinte, le directeur nous livre cette anecdote. Ça fait 2 ans, on n'avait plus en plein hiver que 100 000 ou 200 000 euros sur les comptes. Eh ben, on gérait la pénurie et on passait des petites commandes de fioul, des trucs comme ça. Ça nous a assez marqué. On était en rupture de chauffage. Ici, les gens s'en souviennent. On n'avait plus de quoi se chauffer, mais on ne pouvait pas acheter de fioul puisqu'on n'avait pas d'argent. En grande partie grâce à la rigueur de Chorus, la Défense a réduit ses délais de paiement à 28 jours en moyenne. Si l'État est parfois mauvais client, il peut aussi être un patron ingrat. C'est la mésaventure qu'ont vécu des centaines de milliers de fonctionnaires. Tout ça à cause d'un autre logiciel, Louvois. Créé pour simplifier le versement des soldes des militaires, à son lancement, il multiplie les bugs. Et 3 ans après, certains militaires redoutent chaque mois l'arrivée de la paye. Franck est un gradé de l'armée de terre. Il a décidé de s'exprimer malgré son devoir de réserve. J'ai 25 ans de carrière. De beaux souvenirs? D'excellents souvenirs, oui. Les belles années ne s'oublient pas. Maintenant, ce qu'on vit actuellement, je le prends comme une injustice. C'est très décevant. Déçu par 3 années de cauchemar administratif. Au lancement de Louvois, il a d'abord vu une partie de sa paye lui être retirée sans raison. Ça, c'était en mission extérieure au Liban. Peu de temps après, Louvois fait l'erreur inverse. Un véhicule blindé israélien. 6 000 € arrivent par erreur sur son compte. Franck contacte l'administration et un plan de remboursement est mis en place. 300 € tous les mois. Mais le logiciel refait des siennes. J'ai commencé à être débité en mai 2014, 315,03 €. Donc c'est un dixième de votre salaire à peu près. C'est un dixième de mon salaire, effectivement.
En novembre, je tombe à 174,56. Janvier, février et mars 2015, pas de ponction sur mon salaire. Et tous les mois, il y a une variation plus ou moins importante. Ouais. Sans qu'on vous explique quoi que ce soit. Non, il n'y a pas... C'est le système louvois. Dernier bug en date, l'administration lui réclame une prime de déménagement de 7 700 €. Mais Franck, qui a bien déménagé, conteste le prélèvement. Désormais, son dossier doit être étudié par une commission de recours, comme une menace sur le budget de la famille. J'ai des enfants qui sont grands, qui ont besoin d'argent pour leurs études. Donc nous avons un budget serré. Et ce genre d'aléas, bien évidemment, nous stresse et nous oblige à regarder le moindre centime. C'est pas une situation facile, on n'a jamais la même solde d'un mois sur l'autre. On ne sait jamais ce qui va être versé sur le compte. Après 25 ans dans l'armée, le militaire en a assez et pense même à quitter les rangs pour prendre sa retraite. Quelque chose s'est cassé en moi. Je n'ai plus confiance. Je n'ai plus confiance en l'institution militaire et je ne veux pas continuer à faire vivre à ma famille ce qu'elle vit depuis 3 ans. Des cas comme le mien, il y en a des centaines et des milliers. Pourtant, selon le ministère, Louvois serait désormais sous contrôle. Reste à récupérer 342 millions d'euros de trop versés. Le directeur financier en a la charge. Mais au final, selon lui, Louvois ne serait qu'un moindre mal. Dire que c'est un échec, c'est évident. C'est un échec collectif, Louvois. On ne peut pas le nier. Mais quand on prend un peu de recul, c'est vrai que c'était un des éléments importants de la réforme du ministère. Et dans beaucoup d'autres secteurs du ministère, on ne rencontre pas ce type de difficultés. Et donc finalement, c'est peut-être effectivement la contrepartie d'une démarche de modernisation qui a été menée très rapidement, peut-être un peu trop rapidement. Loin des discours officiels, certains au ministère restent inquiets. Nous avons pu rencontrer un cadre en place lors du lancement de Louvois. C'est un spécialiste des ressources humaines de l'armée. Nous l'appellerons Félix. Et pour lui, le fiasco Louvois est aussi bien technique que politique. On a démarré cette affaire sur des consensus mous. Les pratiques étaient divergentes d'une armée à l'autre, d'un service à l'autre. Il n'était surtout pas question de contrarier la volonté des chefs d'état-major des différentes armées. Et la même règle de gestion, dans l'armée de terre on fait comme ceci, et dans l'armée de l'air on fait encore autrement, et ne parlons même pas de la marine. Donc déjà dès le départ c'était extrêmement difficile. Félix travaille aujourd'hui sur le remplaçant de Louvois, un projet baptisé Source Solde. La tâche est difficile, car chaque corps de l'armée a conservé sa propre plateforme informatique, ce qu'il appelle des systèmes d'information. Source Solde devra être interfacé avec 18 systèmes d'information. En d'autres termes, il faudra trouver une multiprise suffisamment costaud pour pouvoir absorber la jonction entre Source Solde et 18 systèmes d'information. Ça n'a pas fonctionné pour Louvois. Nous verrons bien si ça fonctionne dans l'avenir. Suspense jusqu'en 2017, la date du lancement de Source Solde. Des bugs retentissants au sommet de l'État qui en réalité cachent la forêt des retards, bien loin de Paris. Des histoires de cloche-merle aux conséquences désastreuses. Celle, par exemple, d'un petit patron qui avait voulu s'attaquer à ce gros morceau. Le casino de Beaulieu-sur-Mer. En 2013, Jean-Pierre Méliado et son entreprise de BTP avaient été choisis par la mairie pour rénover le bâtiment. Vous avez fait sur cette façade, monsieur Méliado? Tout ce que vous pouvez voir de visuel de l'extérieur, c'est-à-dire des modifications au sol concernant des relevés. Voilà, tout ce que vous pouvez voir là et la finition qui va avec, c'est-à-dire les enduits et les peintures. Un marché public à 1 million d'euros. Mais selon lui, il manquerait toujours 100 000 euros dans ses caisses. Toute la partie arrière, la façade, etc., tout ce que vous voyez là, tout ce qui relève du bâti et du gros œuvre fait partie de ma prestation. Et le moins qu'on puisse dire,
c'est que ça n'avait pas très bien commencé. Le plus évocateur, c'est ce qui s'appelle l'avance au démarrage. Donc par définition, c'est une avance au démarrage qui normalement doit intervenir avant même que l'entreprise ait mis un pied sur le chantier. Elle est arrivée juste avec 50 jours de retard. C'est pas un très bon signal, ça, de départ. Monsieur, quand vous avez besoin de travailler, et puis on ne peut pas avoir de mauvais a priori sur les clients, on connaît des délais administratifs qui peuvent être longs, les mises en place administratives, tout ça, je veux bien l'entendre, sauf que, effectivement, ça aurait dû jamais alerter. Oui. Dès le début du chantier, un bras de fer s'installe. Pour Jean-Pierre Méliado, la commune et son maître d'ouvrage n'ont pas su organiser leur chantier. Pour le maire, qui a refusé notre demande d'interview, c'est l'entreprise qui enchaîne retard et malfaçon. Le plaignant savait très bien qu'il ne pouvait pas honorer les engagements qu'il avait pris à travers ce marché. La commune va mettre toute son énergie à démontrer au plaignant qu'il est malhonnête. La querelle se conclut un mois avant l'ouverture du casino. Ah, dans cette armoire, il y a 2 ans, bientôt 3, de vie de l'entreprise. Ah, je pense qu'on a rasé la moitié de la forêt amazonienne pour le casino de Beaulieu, mais que voulez-vous? Sans autre forme de procès, la mairie retire le marché à l'entreprise et bloque le reste des factures en cours. Avec les intérêts de retard, Jean-Pierre Méliado estime le préjudice à 100 000 €. Ce casino, quoi qu'on puisse en dire aujourd'hui, il tourne. Il fonctionne. Une commission de sécurité en décembre, le 16 décembre 2014 est passée à donner son blanc-seing. Donc mon travail, je l'ai fait. Voilà. Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui je ne suis pas payé de ce travail-là. Si tout se passe bien. Et après, Un manque à gagner qui correspond à peu de choses près à ce que l'entreprise doit à l'URSSAF en cotisation. L'avocat de la société vient d'ailleurs de recevoir une assignation en redressement judiciaire pour cet impayé. Il dénonce une législation inégale. Il y a à l'évidence un déséquilibre. Et aujourd'hui, on est relativement désarmé en termes de procédure, notamment par rapport au délai. Parce que, bien sûr qu'on a la voie judiciaire pour faire reconnaître nos droits et être rétablis dans nos droits, mais la trésorerie d'une entreprise, elle peut souffrir 6 mois, elle peut souffrir 1 an et demi grand maximum. Et à un moment donné, vous ne pouvez plus tenir. Vos partenaires financiers ne vous suivent plus, vos salariés ne vous suivent plus, vous êtes dans une situation financière qui vous empêche de répondre à d'autres marchés, et finalement, c'est la mort de l'entreprise. Pour faire vivre sa société, Jean-Pierre Méliado a demandé le gel de ses dettes. Il n'y a plus qu'à terminer, on va être dans les temps raisonnables. Combien de faillites à cause des mauvais payeurs de l'État? Aucune étude n'existe sur le sujet. Mais en haut lieu, l'administration tente de changer les comportements. Et pour les plus vertueux, Bercy a même créé une récompense. Les prix des délais de paiement. L'idée, c'est de récompenser ceux qui payent le plus vite, collectivités, administration et même entreprises privées. C'est un peu les Oscars des bons comportements des délais de paiement. Tout à fait. On ne l'appelle pas Oscar, mais il y a des trophées, il y a des diplômes qui sont effectivement délivrés aux entreprises. Il y a aussi un prix spécial cette année, parce qu'il y a un dossier qui est particulièrement bon. Une compétition relevée. Roulement de tambour pour la meilleure collectivité de l'année. Les nominés, d'abord, c'est Armentières, la mairie de Paris et le département de l'Aube. Alors, c'est le département de l'Aube. Merci beaucoup. Moi, c'est avec beaucoup de satisfaction et de fierté que je reçois ce premier prix aujourd'hui. La France reste pourtant loin derrière l'Allemagne. Et elle est même championne d'Europe des petits retards. Pas de quoi se vanter selon les économistes. Ça crée un problème de trésorerie majeur pour des centaines de milliers de PME et ça crée donc derrière des PME qui sont en faillite, des gens qui sont au chômage. C'est un drame tout simplement parce qu'on n'applique pas la loi. La loi, justement. L'État compte la durcir. À partir de 2017, il devra payer à 20 jours. Une manière de donner l'exemple, que la promesse soit tenue ou non. Bonsoir Paul. Bonsoir. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un ministère qui porterait aujourd'hui le bonnet d'âne du plus mauvais payeur?
Alors à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de classement qui permettrait de répondre de manière certaine à cette question. Ce qu'on peut voir quand même, c'est que le ministère de la Justice semble être un peu au cœur des problèmes. D'ailleurs, le fonctionnaire le dit à demi-mot dans le reportage, le ministère paye à 60 jours en moyenne, c'est 2 fois le seuil légal, donc évidemment il y a un petit souci. Néanmoins, sur l'aspect global, l'État s'est nettement amélioré ces dernières années. Il a fait des progrès. Oui, tout à fait. Il est passé maintenant à 25 jours en moyenne pour ses paiements, ce qui est plutôt bien. C'est en dessous du seuil légal donc de 30 jours. Néanmoins, il reste encore des petits points noirs, des choses à améliorer. Les conseils régionaux payent plus tardivement. Les communes également, il y a certaines communes qui ont vraiment des vrais problèmes. Et les hôpitaux surtout, les plus mauvais payeurs. Mais ça vient aussi du fait des difficultés financières que connaissent ces établissements à l'heure actuelle. Alors Paul, est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente pour l'économie française, tous ces retards de paiement? Eh bien, c'est un poids considérable, 15 milliards d'euros par an. C'est un chiffre de la Banque de France. Alors, c'est un chiffre qui comprend tous les retards, c'est-à-dire de l'État, mais aussi des entreprises entre elles, et qui serait responsable de 25% des faillites chaque année. C'est énorme. C'est énorme, et c'est un vrai problème culturel, puisqu'en fait, si on compare la France avec ces pays, avec les pays voisins, avec les pays européens, eh bien, on se rend compte qu'il y a 2 groupes. Il y a un groupe du Nord, plus vertueux, qui paye plus vite, et un groupe du Sud, qui est un peu plus laxiste. Et la France, finalement, elle est un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'elle essaye de rattraper ce retard, mais il y a encore un peu de travail. Merci Paul. Merci.